Là, c'est 4 points gratuits. C'est même pas ça qu'on te demande. On se dit pas, j'apprends tout et je vais voir ce qui se passe. C'est un sujet sur les pommes de terre. Ça, c'est une stratégie qui est pas efficace. C'est la même chose que le foot. Voilà. Le brevet approche. À la sortie de cette vidéo, ce sera dans 3 semaines et quelques. C'est le premier grand examen dans la vie d'un élève, d'un étudiant, donc c'est un peu stressant parfois. Mais dans cette vidéo, on va tout mettre au clair. Et je vais t'expliquer les attentes du brevet, comme on l'explique jamais en réalité dans les autres vidéos. On se focalise sur les révisions, les fiches à faire. Mais aujourd'hui, on va explorer les sujets de brevet de l'année dernière pour que tu comprennes ce qu'on attend de toi, comment tu dois répondre aux questions. Et tu vas te rendre compte que c'est peut-être plus facile que ce que tu imaginais et qu'il y a peut-être moyen que tu arrives à avoir de super notes. On regarde ça plus en détail, c'est parti. Avant ça, bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à partager. Ici, j'enseigne la méthodologie de travail. Je partage des conseils de méthodologie, des techniques, des méthodes de travail pour améliorer l'apprentissage d'un étudiant, pour qu'un étudiant apprenne mieux, de façon plus qualitative, pour qu'il puisse enfin voir les fruits de son travail et qu'il développe des méthodes qui sont efficaces pour apprendre correctement et réussir ses études. Donc si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. J'arrête mon instant pub et on y va. Allez, c'est parti pour cette vidéo de préparation au brevet où on va faire quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire quand on se prépare à des évaluations, à des examens et encore plus au brevet. Ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va analyser ensemble des sujets de brevet pour que tu comprennes mieux ce qu'on attend de toi le jour de l'évaluation, le jour de l'examen, et que tu puisses, pendant cette dernière période de révision, accentuer tes révisions au bon endroit, établir une stratégie de révision efficace. Tu verras, si je dis ça, c'est pas pour rien, parce que la plupart du temps, les collégiens, les élèves de 3e, ils vont tout apprendre par cœur, ou ils vont essayer de retenir le maximum de choses pour se préparer au brevet, alors que, tu vas voir, il y a des évaluations, il y a des exercices où c'est même pas ça qu'on te demande. L'idée là, c'est que tu gagnes du temps et que tu te focalises sur les bonnes choses à faire et donc que tu mettes ton énergie au bon endroit. On va commencer donc par le brevet de sciences. On va juste couvrir SVT physique. On va essayer d'être rapide. Comme ça, tu vas voir ce qu'on attend de toi et tu vas te rendre compte, surtout pour la SVT, que peut-être ton cours, il n'est pas si important que ça. Il l'est, mais c'est pas sur ça qu'on va mettre notre dévolu. Tu verras tous les sujets qu'on va faire, c'est ceux de l'année dernière, donc ça te permet d'avoir une bonne idée de ce qui t'attend le jour de l'examen. Alors, le sujet de SVT, c'est une étude de document. La SVT, c'est toujours une étude de document. Donc, il faut que tu sois à l'aise avec l'idée de découvrir des nouvelles choses en SVT, que tu découvres une nouvelle expérience qui va être menée. Ici, donc, on te présente en fait un végétal qui est cultivé pour son organe de réserve souterrain ou tubercule nommé pomme de terre. Donc, c'est un sujet sur les pommes de terre. Les pommes de terre constituent un aliment de base essentiel dans de nombreuses régions du monde. Dans ce sujet, on s'intéresse aux impacts des dorifores, donc des insectes, sur les cultures de pommes de terre. On fait attention aussi à comment les images elles sont légendées, les tableaux, etc. Ici, tu as des chiffres, et les chiffres, ils correspondent à ce qu'il y a ici. D'accord ? Ici, c'est des œufs, le 2, des larves, le 3, c'est les insectes quand ils sont adultes. Je te montre une photo des pommes de terre, si jamais tu ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et ici, important, donc les pommes de terre, c'est les tubercules des plantes. D'accord ? Et tu vas voir après, il y a un schéma juste là. Ensuite, tu as plusieurs documents. Tu as un document qui... les titres sont importants, impact des dorifores sur la production de tubercules de plants de pommes de terre. Les larves et les adultes dorifores se nourrissent des feuilles du végétal qui produit les pommes de terre. Donc quand on parle de tubercules, ici on parle de la pomme de terre, d'accord ? On va parler du graphique après, mais important, on lit toujours ce qu'il y a ici, les informations qui sont notées, etc. Donc tu as deux graphiques. Ici, le nombre de tubercules par plant sans dorifore avec dorifore, et ici c'est la masse moyenne des tubercules par plant sans dorifore et avec dorifore. Tu as une première question qui t'est donnée, donc la question elle concerne que le document 1. On te demande de choisir parmi les propositions laquelle est celle qui est correcte. Voilà, recopiez le numéro de la proposition exact sur votre copie. L'action des dorifores sur le végétal qui produit les pommes de terre entraîne une diminution, une augmentation du nombre de tubercules ou une diminution et une augmentation de la masse moyenne des tubercules. Là, c'est 4 points gratuits. Littéralement, il faut juste savoir lire les documents. Ici, c'est là où on voit qu'en fait, il y a une grande différence. Ici, c'est la même chose. On te dit que avec ou sans insectes, le nombre de tubercules par plant, il est le même. Par contre, sans insectes, la masse moyenne des tubercules, elle est plus grande que quand il y a des insectes. La bonne réponse, c'est l'action des dorifores sur le végétal qui produit les pommes de terre entraîne forcément une diminution de la masse moyenne des tubercules. C'est littéralement ce qu'il y a ici. Proposition 3, 4 points faciles à gagner. T'as vu ? Pas de question de cours pour le moment. On te donne un deuxième document, le rôle des différents organes d'un plant de pommes de terre. Donc on t'explique en fait comment
le plan il est, et puis surtout, voilà, quelle est la fonction de chaque élément. On te donne la feuille, grâce à la photosynthèse, elle fabrique la matière organique. La tige, elle transfère toute cette matière, elle la transporte vers le bas, vers les tubercules. Les tubercules, bon, bah, c'est les pommes de terre, elles stockent les réserves de matière organique pour qu'on les mange. Et les racines, elles prélèvent l'eau et les sels minéraux. Et enfin, document 3, tu as une expérience qui est menée, l'influence de la surface des feuilles sur la masse moyenne des tubercules. Voilà. Donc il y a une expérience qui est menée pour voir en fait, en fonction de la surface des feuilles, est-ce que la masse des tubercules va changer ou pas. 3 expériences qui sont menées avec des lots différents. L'objectif c'est que tu comprennes un petit peu voilà, ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as des caractéristiques qui sont notées, la température, l'arrosage, la durée des expériences. Comme tu peux le constater ici, c'est la même chose. Là, tu as vu les lots de plans, c'est pas les mêmes. Donc là, c'est pareil pour cette expérience. Là, ils sont pas pareils pour cette expérience et ils sont pas pareils pour cette expérience. La température, elle est la même ici et ici, mais pas ici. Tu as une question 2. Parmi les 3 expériences A, B ou C, proposées dans le tableau, indiquez l'expérience qui permet de tester l'hypothèse plus la surface totale des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules est faible. Et expliquer. Là, l'idée, c'est de dire, ok, à travers ce document, quelle expérience va te permettre en fait de voir un changement éventuel sur les tubercules et sur l'influence de ces feuilles-là sur la masse des tubercules. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, quelle expérience va me permettre de voir, en fait, une différence. Et la réponse, c'est l'expérience C. Pourquoi? Parce que tu as 2 plans différents, okay, 100% des feuilles, 75% des feuilles. Par contre, toutes les conditions, ici, pour les plans, sont les mêmes. Ça veut dire que s'il y a un changement dans les mêmes conditions, c'est dans cette expérience qu'on va le voir. Ici, s'il y a un changement, le truc, c'est que les plantes, c'est les mêmes. Donc, on ne verra pas grand-chose. Ici, s'il y a un changement, le problème, c'est que la température, elle n'est pas la même dans l'une ou dans l'autre. Donc, on pourrait dire, ah, ben, peut-être que la température, elle a un impact. Alors que là, les plantes, elles ne sont pas les mêmes. Par contre, les conditions, c'est les mêmes. Donc, s'il y a un changement, ça veut dire qu'on va pouvoir le voir à travers les feuilles. C'est l'expérience C qui va te permettre de voir une différence et de tester cette hypothèse. Okay, donc, plus la surface des feuilles, de tester l'hypothèse, moins il y a de feuilles, entre guillemets, plus la surface des feuilles est petite et plus la masse des tubercules, elle est faible. Voilà, donc une question à 12 points qui ne relève pas des questions de connaissance. Et tu vas voir au fur et à mesure qu'on va avancer, en fait, tu vas te rendre compte que tu vas avoir beaucoup de questions de ce genre. Donc la même chose, on te parle de l'expérience, etc. Chaque expérience a été réalisée avec des lots, expliquer l'intérêt d'avoir utilisé plusieurs plans. Même chose, là, l'idée, c'est de voir s'il y a une récurrence, en fait. Ça veut dire si on utilise plusieurs plans, bah, on va voir, en fait, si ce qu'on voit pour la première, elle va se reproduire pour les autres plantes. Et enfin, la dernière question, à l'aide des documents 1, 2, 3, expliquer pourquoi la présence d'un grand nombre de dorifores sur les plants de pommes de terre cultivés modifie la masse moyenne des tubercules récoltés par des agriculteurs. Tu vas constater que dans les dernières questions d'études de documents, en fait, on te pose toujours une question très large qui demande plus de réflexion et qui demande à ce que tu mobilises tous les documents en même temps. Ici, c'est ce qu'on te demande à travers cette question. En fait, tu es obligé de prendre tous les documents en même temps. On te demande en fait d'expliquer pourquoi la présence de ces insectes, elle va modifier la masse des pommes de terre. Donc, il faut qu'on revienne depuis le début. On te dit dès le départ que ces insectes-là, ils mangent les feuilles. Ils sont sur les feuilles. Le document 2, il nous prouve que les feuilles, en fait, c'est elles qui fabriquent la matière organique à travers la photosynthèse, etc. Et qu'elles transfèrent, et à travers la tige, que cette matière-là, elle est transférée vers les tubercules. Mais le truc, c'est que si les dorifores, ils mangent les plantes, les feuilles, il y a moins de feuilles. S'il y a moins de feuilles, il y a moins de matière organique qui est créée grâce à la photosynthèse. Donc s'il y en a moins qui est transféré vers les plants. Donc vers les tubercules. Donc les tubercules, elles vont moins stocker. Donc elles vont être plus petites. Enfin, elles vont peser moins lourd. Voilà. Donc c'est toute la réflexion que tu vas devoir mener en fait dans cette question-là. Là, l'objectif, c'était que tu mobilises en fait l'intégralité des documents. Et là d'ailleurs, à travers l'expérience ici, bah, si on te dit, bah voilà, à travers cette expérience, on aurait pu voir que, bah, en fait, cette hypothèse, elle est vraie, bah voilà, ça aurait expliqué que les dorifores, bah, leur action fait en sorte que la masse des tubercules diminue. J'espère que c'est clair pour toi, mais surtout, tu as vu sur le sujet de SVT, qui est terminé d'ailleurs. Donc, on a un sujet de SVT qui est sur, j'ai pas vu le début, 25 points. Tu as 25 points, il n'y a pas eu une seule question de cours. Et ça, c'est souvent la particularité des sujets de SVT.
Les sujets de SVT, en fait, on va toujours te donner des documents et l'objectif pour toi, ça va être de savoir lire des documents et interpréter des informations qui est à l'intérieur de ces documents. Je te dis pas, bien évidemment, de ne pas apprendre tes cours d'SVT parce qu'en fait, pour être à l'aise avec ce genre de documents, on doit être à l'aise avec des notions de SVT, comme la photosynthèse, matière organique, etc. Peut-être l'ADN, si c'est ce sujet-là. Il faut être à l'aise avec ces notions-là pour que quand tu les vois en fait dans des nouveaux documents, dans des nouvelles expériences qui sont menées, bah, tu comprends ce qui est en train d'être fait à l'intérieur de ces expériences. La compréhension des termes, elle est importante, mais tu n'as pas forcément besoin de mémoriser l'intégralité de tes cours comme tu peux le constater ici. Si tu comprends bien les notions que tu as vues en cours et que tu arrives à comprendre du coup des documents et à répondre à ces questions-là en lisant des informations dans des documents, comme tu peux le constater ici, ton sujet de SVT, il sera beaucoup plus facile pour toi à faire et donc ton entraînement ici jusqu'au brevet, il va consister en l'idée de faire des sujets de SVT et pas simplement d'essayer de retenir tes cours par cœur. Tu vas constater, on va aller plus rapidement puisque on est resté longtemps sur le sujet de SVT, mais tu vas constater que la physique, sur certains aspects, c'est à peu près la même chose. Tu as une expérience, même chose, qui est menée sur l'ISS concernant l'utilisation de certains matériaux à la Station spatiale internationale. Et en fait, tu vas voir que certaines questions, elles vont porter aussi sur les documents et la réponse, elle se trouve dans les documents. La première, qui est sur 2 points, citer 2 avantages des matériaux innovants présentés, la réponse, elle est dans le document. Elle est littéralement ici. Les matériaux, ils sont réutilisables, biodégradables ou comestibles. On te demande d'en citer 2 d'avantages. Donc, tu en prends 2 des 3. Je pense que ces 2-là, c'est peut-être un peu mieux. Par contre, après, tu as quelques questions de connaissances où tu as des calculs à faire, comme c'est le cas ici. Là, c'est une question de connaissance. Indiquer en donnant un argument si le dioxygène est un atome ou une molécule. C'est une question de cours qu'on te pose de façon indirecte. Le dioxygène, c'est une molécule. On veut voir si tu fais la différence entre une molécule et un atome. La réponse ici, c'est que c'est une molécule. Pourquoi? Parce que le dioxygène, il est composé de 2 atomes d'oxygène. Et c'est la justification, parce qu'on te demande de donner un argument, donc c'est la justification que tu peux donner. Le dioxygène est composé de 2 atomes d'oxygène, donc c'est une molécule. Et ici, tu as une proposition, ici encore à choix multiples à choisir, où en fait on va te demander quelle proposition est correcte par rapport à cette équation-là. Donc 2 kg d'eau forme, ici 2H2O, donc 2 kg d'eau forme 2 kg d'hydrogène et 1 kg, ici 1 de dioxygène. Donc ici on a 0,22 donc c'est pas bon, 1,78 c'est pas bon. Et ici on a 2 kg qui forment 1 kg de dioxygène et 2 kg d'eau non plus, puisque l'eau elle est là. Ici, tu as la suite de l'expérience où on te parle de masse volumique des matériaux utilisés. Donc tu sais que tu as probablement des calculs aussi à faire. Donc, il faut être à l'aise avec la notion de masse volumique. Même chose ici, donc on te demande de classer dans l'ordre les 5 étapes de l'expérience, de calculer une masse volumique et après, par rapport aux données que tu as ici dans le tableau, d'expliquer le choix de l'aluminium pour la fabrication des parois. Donc bon, tu peux deviner, forcément la masse volumique, elle est moins grande, c'est celle qui est la moins grande, donc on suppose que ce sera plus facile à transporter. Voilà, donc tu vois, ici il y a des questions de cours qui sont mobilisées, un peu plus en physique qu'en SVT. Donc tu as vu, en physique, il faut que tu sois plus à l'aise avec les notions de calcul et que tu saches les mobiliser dans un exercice, mais dans un exercice particulier où il faut que tu comprennes le contexte global, ce qu'on t'a donné, l'expérience qu'on cherche à mener, qu'est-ce qu'on cherche à faire, d'accord? Ici, tu as vu, tu as quand même un tableau, tu as une expérience qui est menée avec une éprouvette graduée, une masse et compagnie. On te donne des chiffres, donc tu sais que potentiellement, on va te demander de les utiliser dans un calcul. Le sujet, il continue, mais globalement, c'est toujours la même chose. Tu as des questions qui sont toujours en lien avec le cours. Et comme d'habitude, regarde, tu as des calculs à faire. Et la dernière question, elle sera toujours plus difficile, comme la dernière en SVT, pardon. Elle sera toujours plus difficile, elle va te demander de mobiliser l'intégralité. Là, on te demande carrément d'expliquer la signification du titre du documentaire, 16 levées de soleil. Et donc là, on va te demander en fait de faire un calcul avec des vitesses, etc. Voilà, donc là, l'idée, c'est bien parce qu'en fait, on te dit toute démarche, même partielle, sera prise en compte. Donc ici, les examinateurs, ils savent très bien qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont du mal à répondre à cette question. Mais en fait, ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que tu arrives à faire la démarche de réfléchir dessus. Donc, fais l'effort de dire, OK, qu'est-ce qu'on me demande, 16 levées de soleil, pourquoi, par rapport au schéma, etc. Voilà pour le sujet de sciences. Comme tu peux le constater, on est sur un sujet où, sur de la simple étude de documents, en fait, tu peux gagner énormément de points. Donc, c'est quelque chose que tu ne dois pas laisser de côté pendant les révisions. Et si tu passes le plus clair de ton temps à essayer d'apprendre des éléments par cœur ou à juste de faire de la rétention d'informations, tu vas vraiment passer à côté de tes sujets de brevet. Et si
tu t'entraînes à lire des documents, tu vas vraiment en fait te faciliter la lecture de nouveaux documents, être à l'aise avec ça et gagner beaucoup de points assez facilement. On va passer maintenant au sujet d'histoire géo et tu vas voir que sur le sujet d'histoire géo, il y a une partie de la réflexion qu'on vient de faire là maintenant qui est aussi la même. Donc on va passer tout de suite sur le sujet d'histoire géo. Alors sur le sujet d'histoire géo, même chose, c'est la session de l'année dernière. On a donc 3 exercices comme d'habitude, géographie, histoire et EMC. Le premier, avec l'étude de documents, l'année dernière, ça a été la géographie. La géographie sur la leçon sur les espaces productifs et leurs évolutions. Donc tu as des documents qui vont être présentés. Ici, toujours regarder à la source et les titres. Là, la région Hauts-de-France devient la vallée de la batterie. Ok, bon, pour l'instant ça te dit rien et c'est normal, on va t'expliquer dans le texte ce que ça signifie. Ce qui est important, c'est de comprendre d'où ça vient. Donc ici, tu comprends que c'est un article de La Voix du Nord du 3 février 2022. Quand tu descends, tu as un deuxième document, carte de la vallée de la batterie, région Hauts-de-France. Donc là, tu comprends que voilà, les 2 documents, ils concernent le même sujet, le sujet de la vallée de la batterie. Pour l'instant, tu ne sais pas ce que c'est, tu n'as pas encore lu le texte. Dans une carte, c'est très important de lire bien évidemment la légende. C'est le plus important parce que sans la légende, on ne comprend pas ce qu'il y a sur la carte. On peut faire dire tout et n'importe quoi à une carte. Donc l'idée, c'est de comprendre en fait ce qui est noté sur la carte et qu'est-ce qu'on essaye de nous montrer. Donc les principales villes ici sur les carrés noirs, les gigafactories, les investissements qui sont faits sur ces gigafactories, le nombre d'emplois visés 2024, 2030, 2030 à terme, les noms des départements, parce qu'ici c'est écrit Pas-de-Calais et Nord, les usines de production de véhicules hybrides et électriques qui est ici en losange. Premier élément, les premières questions, elles portent sur le document 1 et uniquement sur le document 1. Relever un extrait du texte qui définit la Gigafactory et identifier 2 types d'acteurs qui participent au développement de la vallée de la batterie. Donc ici, on te donne en fait des questions et les réponses, elles se trouvent dans le texte. Ça veut dire que c'est dans le texte que tu vas trouver la réponse à ces 2 questions. C'est des questions de document. Là, ce n'est pas des questions de connaissances. Donc, même chose, on est sur le fait de savoir lire en fait, un document et le comprendre de façon qualitative. D'accord ? Donc, pour cette première lecture, prends le temps de bien le lire pour le comprendre, comme si tu ouvrais un article de journal, imaginons, dans un mode imaginaire, tu ouvres un article de journal et tu lis cet article-là. Ok ? Le document 2, il porte sur la carte cette fois, situer la vallée de la batterie. Donc là, on te demande vraiment de comprendre où la vallée de la batterie elle se situe. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater que la quasi-totalité, même tout, je crois que quasiment toutes, elles se situent dans le département du Nord et pas le département du Pas-de-Calais, qui est vide à ce niveau-là. Donc c'est très intéressant et que c'est vraiment réparti dans tout le département, tout le département du Nord. Donc même chose, c'est de l'observation, on cherche à regarder et comprendre en fait ce qu'on nous demande. Et enfin, caractériser le type d'espace productif auquel elle appartient. Là, forcément, ça va être en lien avec ton cours. On est sur de l'industrie, là, littéralement. Voilà. Comme tu as pu le constater, de toute façon, c'est des gigafactories, c'est des usines de production. Donc, on est sur de l'industrie. Ok. Voilà, donc on essaie de faire un petit lien avec le cours et tout ça. Et enfin, là, comme d'habitude, la dernière question, c'est toujours la question dans laquelle on lit tous les documents et où il y a une réflexion à mener, où en fait, toutes les premières questions, elles t'ont préparé à éventuellement réfléchir à cette dernière question. On te demande de montrer que la vallée de la batterie possède des atouts qui favorisent l'implantation des gigafactories et qu'elle est un espace productif important pour la région. Donc, il va falloir que tu mobilises plein de choses. Si c'est un espace productif important pour la région, bah voilà, on pense notamment aux investissements, le fait qu'il y a de l'argent qui sont injectés et que ça va générer de l'emploi. Donc forcément, il y a plus d'emplois, donc forcément, il y aura plus de gens qui vont travailler. Ces gigafactories, elles sont intéressantes parce qu'elles se situent quasiment toutes, en fait, sauf celle-là, il me semble, oui. Mais elles se situent dans une région où il y a beaucoup d'usines de voitures. Il y a un lien entre les deux et ça facilite en fait les transports ou la main-d'œuvre, etc. Donc il y a un lien avec le texte. De toute façon, tu verras qu'avec le texte, tu comprendras encore mieux la carte et ce que c'est une gigafactory. Donc tu as vu, on te demande vraiment de réfléchir et de dire ok, là il faut que tu cherches les avantages en fait que ces usines elles soient là à cet endroit-là et qu'est-ce que ça rapporte à la région.
Donc, qu'est-ce que ça rapporte à la région? C'est forcément une question d'argent, une question d'emploi, une question de meilleures conditions de vie, etc., comme tu as pu le voir dans tes cours de géographie. Et donc, c'est ça que tu vas aller chercher à l'intérieur de tes documents. C'est toujours comme ça de toute façon. Là, tu as vu, vraiment, on a toute une grosse partie, toute la partie géographie ici. Ce n'est quasiment aussi que de la lecture et de la compréhension de documents. Donc, juste avec cette partie-là et le fait de bien lire des documents, tu peux très facilement choper les 20 points, allez, 18, et c'est déjà quand même pas mal pour le brevet. Tu peux être à l'aise en fait sur la suite. Forcément, sur la deuxième partie, tu vas avoir le développement construit. Alors l'avantage du développement construit, tu vas le constater là maintenant, c'est que ton plan de développement construit, il est tout le temps dans la consigne. Regarde. Dans un développement construit d'une 20aine de lignes, expliquez l'accès à l'indépendance d'une colonie de votre choix. Vous préciserez les principaux acteurs, les étapes et les conséquences. Donc, première partie, les principaux acteurs, deuxième partie, les étapes, et troisième partie, les conséquences. Tu as déjà ton plan, ta structure d'écriture, ta structure de rédaction qui est toute prête. Tu auras juste à choisir l'indépendance d'une colonie de votre choix. Donc, ça veut dire qu'en introduction, tu vas expliquer quelle colonie tu vas choisir et dont tu vas choisir d'expliquer l'indépendance. Et une 20aine de lignes, ça va très très vite. Parce que si on prend l'introduction, chaque partie et chaque argument là que tu vas prendre et puis la conclusion, on va imaginer que, allez, pour ces 3 parties-là, principaux acteurs, étapes et conséquences, tu vas faire 5 lignes de chaque minimum. Okay, donc ça fait 5, 10, 15. Acteurs, étapes, conséquences. Une introduction, ça fait aussi 3-4 lignes assez facilement, même plus, si tu dis que tu vas choisir telle colonie dont tu vas parler, dont tu vas expliquer l'indépendance et le processus. Et enfin, la conclusion, pour expliquer, voilà, pour reprendre un petit peu tout ce que tu as dit, ça reprend les 2-3 lignes. Tu atteins très facilement les 20 lignes et donc c'est très facile pour toi de savoir en fait comment tu peux structurer ton développement construit. Et tout à coup, en le disant comme ça semble beaucoup plus facile. Là par contre, par rapport aux autres exercices qu'on a vus, c'est vraiment un exercice de connaissance. Mais ce n'est pas un exercice où tu dois réciter ton cours et le restituer tel quel. Là, c'est un exercice de mobilisation de connaissances. Ça veut dire qu'on te demande d'utiliser tes connaissances, mais comme présenté dans le développement construit. Présenter les acteurs, les étapes et les conséquences. Donc ça va être à toi de suivre cette trame-là et d'aller chercher des éléments de cours pour présenter ton développement construit comme ça. D'accord ? Là, on t'introduit en fait à la notion d'argumentaire et de dissertation. On t'apprend à rédiger. Et donc rédiger, ça te demande en fait un certain ordre, une certaine organisation, une certaine structure. La meilleure façon de faire pour bien mémoriser ces cours d'histoire, c'est l'astuce que je donne à tous mes élèves qui ont du mal avec les cours d'histoire, c'est vraiment de penser leurs cours d'histoire comme des films. C'est-à-dire que dans un film ou dans une histoire ou dans un livre, il y a toujours une série d'événements comme dans un cours d'histoire. Mais en fait, c'est plus facile pour nous de comprendre le film parce qu'on arrive à comprendre le lien entre tous les événements. On arrive à comprendre, ah, il s'est passé ça, ensuite, du coup, il s'est passé ça, du coup, ça fait qu'il s'est passé ça, et ensuite, il s'est passé ça, ça, ça. Et du coup, comme on arrive à lier tous les éléments, le film, il nous paraît beaucoup plus clair. L'idée, c'est de faire la même chose dans ces cours d'histoire. C'est de dire, bon, au lieu de prendre les éléments, les événements les uns après les autres, et de tous les retenir juste comme ça, on va essayer de comprendre la trame. Il s'est passé ça, tel événement. Du coup, en conséquence, il s'est passé ça. Du coup, en conséquence, tel pays, il est venu, blablabla. Bla, bla, bla. Si tu ne sais pas comment le faire par toi-même, tu peux tout à fait utiliser les IA, c'est pas un souci. Tu peux demander à Claude, par exemple, dans un prompt, tu lui dis « Je suis élève de 3e, je dois réviser mon cours sur, par exemple, l'entre-deux-guerres. Est-ce que tu peux me faire un résumé de l'entre-deux-guerres avec tous les événements, mais tu me le proposes comme un film avec l'enchaînement des événements et tu m'expliques pourquoi les événements ils se sont passés comme ça. Et tu vas voir que tu vas comprendre ton cours d'histoire carrément autrement. Si ça t'intéresse, tu me diras en commentaire, je peux te mettre une idée de prompt que tu peux mettre sur Claude pour que tu puisses avoir ce genre de trame en réponse. Et tu vas voir que ton cours d'histoire, tu vas mieux le comprendre et ce sera facile après d'utiliser ces connaissances-là dans un développement construit. Et ensuite, tu as une carte ou un document que tu dois annoter. On verra ça après. Et enfin, tu as le dernier exercice de MC. Alors l'exercice de MC, franchement, ça peut être des points très très faciles si tu sais bien lire aussi les documents. Ici, le sujet, c'est l'égalité homme-femme. Tu as une affiche de campagne en faveur de l'égalité filles-garçons. Il suffit de lire, tu constates, cette femme-là, c'est une mathématicienne, pionnière de la programmation informatique.
On te dit aujourd'hui en France, seulement 11% des étudiants en école d'informatique sont des femmes. Donc on comprend que voilà, c'est une affiche pour encourager les filles à faire des écoles d'informatique. Et enfin, tu as un deuxième document. Et là, c'est l'article 1er de la Constitution. Même chose, des questions sur des documents précis. Identifier l'inégalité mise en avant par cette affiche. Bon, je pense que tu as compris qu'elle était juste là. Voilà. Pas assez de filles dans les écoles d'informatique. Ensuite, une question sur le document 2. Relever un extrait de la Constitution qui montre que l'égalité est une valeur de la République. Bon, là, tu en avais deux. Hein. Par exemple, ici, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, où la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes, mais le premier, il est plus pertinent, celui-là. Et enfin, tu as un mélange des deux. L'affiche met en avant une femme pionnière, la mathématicienne Ava Lovelace, peut-être. Expliquer l'intérêt de recourir à cette figure pour corriger une inégalité. Donc là, tu vas expliquer pourquoi on a choisi cette femme dans cette affiche. Là, on te dit c'est qui? On te dit c'est une mathématicienne et c'est une pionnière de la programmation informatique. Donc, pionnière, ça veut dire que vraiment, elle était là dans les débuts. Elle a posé les bases, ok, avec d'autres personnes. Et du coup, c'est un peu en contraste avec le fait qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans les écoles d'informatique. Donc là, en fait, on met une sorte de référence dans le domaine en disant une des références de base dans le domaine qui a fait évoluer le domaine, c'est une femme. C'est-à-dire que les femmes, elles ont leur place. Voilà, c'est ça en gros l'explication que tu vas devoir fournir. Et après, tu as un petit texte, un discours à faire pour montrer les inégalités hommes-femmes qui existent encore et comment tu peux présenter des idées pour sensibiliser dans ton collège. Donc là, tu vas utiliser aussi ce que tu connais de ta culture personnelle, type d'inégalité par exemple que tu as déjà vu, que tu as déjà constaté même dans ton collège. Et l'idée, c'est d'écrire une sorte de petit discours et tout ça. Donc là, ça fait appel aussi à tes capacités de rédaction et de voir si tu es capable de poser des idées sur ça. Et que tu te rappelles en fait de ce que tu as vu éventuellement en cours. Tu vois, donc là aussi, c'est des points qui sont très facilement gagnables. Et tu te rends compte que voilà, en sachant lire des documents aussi, on peut avoir une bonne note en histoire géo et en EMC. Et surtout, l'idée, c'est de dire, en fait, je vais consacrer mon temps en fait, à être à l'aise avec les notions de cours, plutôt qu'à chercher à les retenir et à les avaler pour tout recracher le jour de l'examen. Et ça génère que du stress plus qu'autre chose. On va passer maintenant au sujet de français rapidement et on va passer au sujet de maths enfin pour terminer. Je fais l'impasse sur la techno, parce qu'il me semble qu'il y a de la techno, mais je ne suis pas sûre. Mais c'est pas grave. On va aller très vite sur le français et les maths. Et après, comme ça, on finira avec cette vidéo une bonne fois pour toutes. Pour le sujet de français, même chose, session de l'année dernière. On va aller vite sur le français parce qu'on va faire l'impasse sur la dictée, sur les questions de grammaire, parce que c'est pas le plus important. Là, il faut que tu t'entraînes, concrètement. Il faut que tu t'entraînes à être à l'aise avec les règles de grammaire et de conjugaison, c'est la base. Voilà. N'hésite pas à regarder des vidéos sur le sujet, à t'entraîner à faire des dictées. C'est la base pour être à l'aise avec ces règles-là. On va vraiment regarder tout ce qui est compréhension de texte et les sujets de rédaction. Tu as toujours une compréhension de texte, bien évidemment. Ici, on te donne un texte où on te met toujours au début en fait, quelque chose qui te permet de comprendre en fait, le texte et l'extrait qu'on te donne. Donc toujours faire attention à cette partie-là et bien évidemment à la fin à qui l'a écrit. Donc Simone de Beauvoir, La force de l'âge, 1960, donc c'est pas très... c'est récent. Et la narratrice Simone a 23 ans, elle quitte sa ville natale, Paris, et arrive seule à Marseille. Donc Simone a le même prénom que l'autrice, on peut penser que c'est la même personne, et on voit « je n'ai connu aucun instant », donc on est peut-être sûrement sur de l'autobiographie. Après, tu as une image, voilà, une image d'un tableau, musée d'Orsay à Paris, ok, la robe rose, d'accord. Donc on va nous poser potentiellement une question sur cette image aussi. Même chose, donc on va se concentrer juste sur cette partie-là qui peut te ramener quand même 32 points, c'est énorme. Et c'est que de la compréhension de documents, tu vas le constater. Quasiment. Il y a juste un petit élément à prendre en considération de ton cours, on va le voir. On ne pose que des questions, que vient faire la narratrice à Marseille? Justifier ta réponse par 2 citations du texte. Donc on lit le texte et on le lit comme si on le lisait chez nous tranquillement. Là, elle explique, pour te faire simple, en fait, comment elle arrive à Marseille, les sentiments qu'elle a, etc. Donc, parmi les justifications, tu peux très facilement trouver, en fait, elle vient pour travailler. Et un des éléments pour justifier, il est là, littéralement. J'avais rendu visite à la directrice du lycée, mon emploi du temps était fixé. Il y a un autre élément dans le texte, mais je te laisserai regarder pour t'entraîner. Ensuite, voilà, tu as des questions qui sont sur des paragraphes en particulier, d'accord? Donc, il faudra faire attention à ça pour éviter que tu ailles chercher des éléments de justification ailleurs.
toutes les questions qu'on te pose, il y a forcément la réponse dans le texte quand on te demande de justifier dans le texte. Okay, donc, prends pas des éléments au hasard. Tu peux très facilement justifier. Là, à quoi voit-on que la narratrice vit un moment important de sa vie? Des éléments de réponse aussi. Donc, dans le premier paragraphe, ligne 4, tu dois en fait chercher voilà, à quoi on voit qu'elle vit un moment important de sa vie et comment tu peux le justifier à travers ce que tu vois dans le texte. Donc voilà. Dans toute mon existence, je n'ai connu aucun instant que je puisse qualifier de décisif. Vraiment, on dirait qu'elle n'a jamais connu certains moments. Et là, à son arrivée à Marseille, elle avait marqué dans son histoire un tournant absolument neuf. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'elle vit dans sa vie. On ne va pas faire toutes les questions, mais globalement, tu vois comment on peut trouver les réponses aux questions dans le texte en prenant le temps de lire le texte bien comme il faut. D'accord ? Prends le temps de le lire une première fois, tranquillement, sans avoir à noter quoi que ce soit. Et après, tu prendras le temps de le relire si besoin pour aller chercher les éléments de réponse. Donc, tu vois comment tu peux aller chercher tout ça. Ici, je voulais juste faire un petit détail sur la question 4, parce que la question 4, on te demande en fait de citer des éléments, mais d'expliquer aussi les procédés d'écriture. Et, enfin voilà, de comprendre du coup quelle est la figure de style utilisée, etc. C'est là où en fait on va tester tes connaissances. Donc pour te préparer au mieux au bac français, tu n'as pas forcément besoin d'apprendre des textes par cœur, mais ça va être davantage en fait d'aller pour toi réviser les bases de ce que sont les genres littéraires, les styles d'écriture, les procédés littéraires, c'est-à-dire les figures de style que tu peux avoir. Comme ça, ton but, c'est de bien les comprendre pendant ta période de révision pour faire en sorte que tu arrives à les reconnaître quand tu as un texte devant toi, si jamais on te pose la question. Je vais te donner un exemple pour cette question. Comment l'émerveillement de la narratrice se manifeste-t-il? Donc l'idée c'est de dire voilà, elle est tellement émerveillée qu'on a l'impression qu'elle est presque amoureuse. En fait, elle le décrit de manière très explicite. Ici, je te donne un exemple. Voilà. J'eus le coup de foudre, je grimpais sur toutes ces rocailles, je rôdais dans toutes ces ruelles. Donc voilà, là elle parle de Marseille, mais on dirait qu'elle parle de quelqu'un. Quand on dit j'ai eu le coup de foudre, c'est-à-dire elle est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse de la ville et elle explore toute la ville. Donc là, on voit que voilà, elle parle de Marseille comme d'une personne dont elle tombe amoureuse. Donc là, en fait, la figure de style qui est utilisée par rapport à Marseille, c'est ce qu'on appelle la personnification. Elle rend presque la ville de Marseille humaine. Donc c'est un exemple de ce qu'on te demande de chercher. Donc fais attention parce que tu vois, dans des consignes, enfin dans une question, tu as quand même 3 consignes qui sont à l'intérieur. Donc comment l'émerveillement se manifeste, il faut que tu ailles chercher des éléments de réponse et pour chacun d'eux, il faut que tu expliques le procédé d'écriture. Tu peux utiliser aussi, là, dans ce genre de questions, tu peux dire, voilà, quel champ lexical, c'est-à-dire quel vocabulaire est utilisé. Et donc, tu peux aller chercher, par exemple, le vocabulaire, le champ lexical de l'émerveillement. Donc, dans le texte, tu vas aller chercher, en fait, des mots qui sont dans le champ lexical de l'émerveillement ou du bonheur. Par exemple, tu as ici un grand bonheur, ici mes plaisirs. Tu en as d'autres, il me semble, hein, j'en ai pas partout. Tu peux aller trouver ce genre d'éléments-là où tu vas dire, voilà, il y a le champ lexical, par exemple, de l'humeur, et c'est la preuve qu'en fait, voilà, elle est émerveillée par la ville de Marseille. Voilà, quel trait de caractère, même chose, il faut que tu cites des éléments du texte. Et enfin, l'image, là, c'est d'après vous, ce tableau pourrait-il illustrer le texte? Donc, même chose, on est sur une dernière question. Il va falloir que tu mixes des documents entre eux. Vous développerez votre réponse en vous appuyant sur 3 arguments, et même chose, chaque argument justifié par rapport au texte et à l'image. Donc là, même chose, tu dois regarder l'image et tu dois te dire, ok, est-ce que l'image, elle illustre bien le texte? Bon, d'après toi, tu peux choisir oui ou non, mais il faut que tu justifies dans tous les cas. Mais là, c'est plutôt évident, c'est que, on va dire que non, ça ne justifie pas trop, parce que tu as vu, il y a un contraste entre l'émerveillement et l'excitation qu'elle a dans le texte et le calme qui se dégage presque de l'image. Et tu peux jouer sur ça en disant, par exemple, tu vois, par rapport à l'extrait qu'on a montré, elle grimpe sur les rocailles, elle rôde dans les ruelles, etc. Et elle est assise à l'extérieur de la ville. Donc déjà, premier argument pour dire, l'image, elle illustre pas trop ce que le texte y raconte. Voilà. Donc ça peut être des arguments très très simples. L'objectif, c'est que toi-même, tu sois convaincante, pour être convaincu, pour être convaincant. Ah, c'était dur. Du coup, c'est comme ça que tu vas pouvoir argumenter. L'idée d'argumenter, c'est qu'en fait, tu vas poser
ton avis, et ton avis, il faut que tu l'expliques avec ce que tu vois dans le texte et dans l'image pour que en fait, ce soit convaincant ce que tu racontes. On est toujours du coup sur une dernière question voilà, qui va te demander toujours un peu plus de temps, mais tu as vu, c'est de la compréhension de texte, donc même chose pour ta préparation au brevet. Ton objectif, ça va être évidemment de t'entraîner à lire, à comprendre des textes et à répondre à des questions sur des textes pour voir si tu es à l'aise avec ça. Comme je te disais, je fais l'impasse sur les parties grammaire et linguistique parce que c'est que de l'entraînement par rapport à tes cours. Tu as aussi des points qui sont à gagner très facilement, comme des réécritures de passages de texte. 10 points que tu peux gagner très facilement. Donc, il faut être vigilant sur ça parce que l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, ça va te suivre jusqu'à la fin de ta vie, littéralement. Donc, autant être rigoureux dès le départ sur ces trucs-là et combler tes lacunes. Comme ça, tu peux gagner des points au brevet. Mais tu es tranquille après aussi pour le reste de ta life. Soyons honnêtes. Du coup, on a la rédaction. Tu as toujours deux types de rédaction, évidemment. Soit le sujet d'imagination, soit le sujet de réflexion, qui te demandent de travailler de deux manières différentes. Dans un sujet d'imagination, tu dois toujours poser un cadre pour éviter que tu sortes du sujet. Okay. Là, ici, le sujet d'imagination, c'est la narratrice, Simone, elle écrit une lettre à ses parents dans laquelle elle raconte les jours qui ont suivi son arrivée dans la ville. Vous décrirez les expériences vécues, les lieux explorés, les personnes rencontrées, etc. Et exprimerez les impressions. Donc ici, le cadre, il est clair. C'est toi, Simone, par rapport au texte. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois dans le même état d'émerveillement. Ok ? Tu ne peux pas expliquer les jours qui ont passé, qu'en fait, elle était déprimée parce que ses parents, ils lui manquaient. Si tu fais toute une lettre sur la déprime ou la tristesse, tu es hors sujet, hors cadre par rapport au texte que tu viens de lire. Ensuite, à l'intérieur de ce cadre, tu as les consignes, les expériences vécues, les lieux explorés, les personnes rencontrées et les impressions qui sont exprimées. Donc ça veut dire qu'on doit retrouver ces 4 choses dans ta lettre. Qu'est-ce que tu as visité? Qu'est-ce que tu as vécu? Est-ce que tu es allé te baigner? Enfin, j'en sais rien. Mais voilà, écrire une lettre dans ce sens-là. Une lettre, elle s'écrit toujours à la première personne, puisque tu écris à tes parents. Donc, n'oublie pas cher papa, chère maman, etc. Donc, c'est des petits détails, mais qui vont te permettre, en fait, de bien répondre à la question d'imagination et que tu puisses avoir le plus de points possible. Par contre, dans un sujet de réflexion, on est comme sur le développement construit, on est sur ce qu'on appelle un argumentaire. Ça veut dire que on te demande ton avis sur quelque chose. Pensez-vous que la littérature et les arts permettent aux lecteurs et aux spectateurs de découvrir des lieux réels ou fictifs comme s'ils y étaient? Du coup, toi, tu vas dire oui ou non en fonction de ce que tu as envie. Et tu as quand même un argumentaire organisé, structuré à faire. Oui ou non, parce que. Donc, si tu veux faire 3 paragraphes et porter 3 arguments, bah, ça va être à toi de choisir en fait les arguments que tu veux mettre en place. Par exemple, si je choisissais ce sujet de réflexion, bah, moi, je partirais pour le oui. Okay, et je dirais, bah voilà, la littérature et les arts permettent aux lecteurs de découvrir des lieux réels. C'était le but des romans, des peintures. Et je donnerai des exemples de peintures et de romans qui nous ont permis en fait de voir des lieux ou de visiter des lieux comme si on y était, mais alors qu'on n'y était pas du tout, ou même d'aller dans le passé. Et dans un deuxième paragraphe, bah, je dirais, bah, en fait, la même chose, on voit la même chose même dans le fictif. Par exemple, les bandes dessinées, à travers les images, ou même les livres comme Harry Potter, qui sont des mondes imaginaires qui n'existent pas. En fait, on arrive à être transporté dedans comme si ces lieux existaient. Voilà, donc ce serait à peu près mon argumentaire, et puis j'essaierai de structurer des phrases plus ou moins correctes, mais moi sur mon brouillon comme ça, je me dis ok, je sais ce que j'ai envie de dire, et après j'ajuste des phrases, je fais des phrases correctes tout simplement, et comme ça j'ai mon petit sujet de réflexion, en sachant que plus c'est simple à lire, mieux c'est, et c'est plus agréable pour ton correcteur, et l'idée c'est la même chose, que tu sois convaincante pour ton correcteur. Mais tu as vu, les deux sujets, ils ne demandent pas du coup le même cadre et la même façon de s'organiser. Voilà, on a fait le tour pour le français, il nous reste les maths, on va faire vite fait et après c'est bon, je te laisse tranquille pour cette vidéo qui est déjà très longue. Et enfin, on est sur le sujet de maths. Alors, il n'y a pas 36 solutions pour les mathématiques, la meilleure façon de s'entraîner pour le brevet de maths, à ton avis, je te le donne en 1000, c'est de faire des exercices. Évidemment, c'est de s'entraîner à faire des exercices, de s'entraîner à faire des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses importantes que tu vas travailler en t'entraînant. La première, c'est de vérifier si tu connais vraiment tes cours et tes formules de maths, surtout si tu les comprends vraiment. Parce que comprendre des maths, c'est aussi comprendre du vocabulaire. Tu as des élèves, par exemple, ils vont vouloir faire des exercices en mathématiques, mais par exemple, ils ne savent pas faire la différence ou ils ne comprennent pas ce que c'est un effectif total, une médiane, une moyenne, une fréquence dans leur cours de statistique. Mais en fait, si ces mots, tu ne sais pas ce que ça veut dire,
Comment tu peux espérer faire des calculs le jour du brevet dans un exercice de statistique? C'est pas possible. Donc, les exercices, ils vont tout de suite te permettre de voir si tu comprends en fait ton cours et si tu comprends les mots du cours. Et comme j'aime le dire à mes élèves, tu peux pas parler d'un truc si tu sais pas de quoi tu parles et si tu comprends pas les mots qui sont employés pour en parler. C'est logique. Ça, l'entraînement, il va te permettre de voir ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que les entraînements, ils vont te permettre de savoir lire des énoncés et de lire des consignes. Et ça, c'est important parce que quand on a des problèmes, c'est difficile parce que souvent, les énoncés, ils sont longs. Ils te posent une situation. Et si tu as l'habitude des petits exercices faciles où il faut juste calculer ça, calculer ça, calculer ça, ça va vite. Mais quand on te pose un gros problème avec une situation que tu dois comprendre et dans laquelle tu auras des questions, là, ça demande un peu plus de temps. Ça demande un peu plus de réflexion. Et cette gymnastique intellectuelle, tu dois la faire avant le brevet. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de s'entraîner à faire des exercices. Avant de passer aux premiers exercices, on va directement aller sur les derniers. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, on va aller sur l'exercice 3. Il y a un QCM. Il n'y a aucune justification qui est demandée. Il fait 18 points. J'ai découvert ça récemment, j'étais choquée. C'est 18 points que tu peux gagner hyper facilement. Et dans un QCM, autant on cherche la bonne réponse, évidemment, mais autant on peut aussi procéder par élimination. Je vais te donner un exemple très simple, par exemple, avec une question que j'avais vue ici. Voilà, question 3. Un article coûte 350 €, son prix augmente de 20%, quel est son prix? Donc, déjà, il y a 2 réponses que tu peux éliminer, parce que ces 2 réponses, elles sont en dessous du prix initial. Donc, on a déjà éliminé 2 réponses sur 4. Tu vois, donc même pas besoin de calculatrice, même pas besoin en fait de faire des calculs de fou furieux, qu'on a déjà, on est déjà proche de la réponse. Ensuite, on te dit il augmente de 20%, 20% de 350, 10% c'est 35 €, 20% c'est 2 fois 35 €, c'est 70 €, donc ça peut pas être 370 € parce qu'il n'y a que 20 € de différence entre 350 et 310. Donc c'est forcément celle-là. Et t'as vu, t'as même pas fait le calcul jusqu'au bout. Et ça, c'est le niveau de réflexion que tu peux très vite avoir dans un QCM pour te faciliter en fait le fait d'y répondre. Même chose ici, hein. Tu as une figure qui passe de ça à ça. L'idée, c'est, tu t'imagines, voilà, tu bouges, tu dis, ok, on a fait comme ça, ah, ok, on arrive comme ça. Bon, normalement, c'est une rotation si je me trompe pas. Peut-être je me trompe, vous me direz en commentaire. Quel est l'aire du triangle? Donc, tu sais que c'est basse fois hauteur. Donc, tu vois, si tu as 6 fois 4, déjà, tu sais que c'est pas 9, c'est pas possible, que c'est pas 18, voilà, donc, et que c'est pas 13. Donc, c'est forcément 27. Voilà. Donc, tu vois comment tu peux très facilement réfléchir, en fait, au QCM. Donc, je voulais juste passer sur ça. Et l'exercice 4, il est sur Scratch, que je maîtrise un peu moins, mais je suppose que de toute façon, c'est que de l'entraînement. Mais, si je me rappelle bien, là, tu peux très vite analyser un peu les exercices que tu vas avoir. Tu as un premier exercice ici, donc l'année dernière, c'était un exercice de probabilité, un exercice de géométrie. Donc tu vois qu'il y a un triangle rectangle, tu sais que tu vas avoir du Pythagore et de la trigonométrie. Et en plus, il y a des droites parallèles, donc il y a peut-être du Thalès aussi qui va être à mobiliser. Tu as le fameux QCM, tu as l'exercice Scratch, et enfin, à la fin, tu as un exercice de fonction. Et tu vas pouvoir le constater si jamais tu fais des annales des années précédentes ou d'autres régions francophones. Tu vas constater que en fait, c'est toujours les mêmes sujets, les mêmes thèmes qui sont demandés. Donc tu sais que tu vas toujours avoir un exercice de géométrie, un exercice de probabilité ou de statistique, surtout de probabilité, un exercice de fonction, un exercice avec des équations, et un exercice de Scratch aujourd'hui. Donc si tu es à l'aise avec ces sujets-là et que tu t'entraînes à bien les faire et à être à l'aise avec, normalement ton brevet de maths il devrait bien se passer. Et ton objectif, forcément, c'est de gratter le plus de points possible, mais surtout c'est d'être à l'aise avec ce genre d'énoncé. Là, on te pose la situation. Et après, les questions, tu sais que globalement, sont toujours de plus en plus difficiles. Et que tu vas devoir mobiliser des éléments de cours. L'exercice 2, il est très long. Il semble que 20 points, 23 points, il y a 2 parties. Voilà. Donc ici, tu as tout ce qui est partie trigonométrique. Et puis après, ici, tu as avec les vitesses. Donc là, tu as le fameux QCM dont je te parlais. L'exercice sur Scratch. Et enfin, l'exercice de fonction qui demande aussi beaucoup de temps parce qu'en fait, tu as une partie A et une partie B. Tu as quand même pas mal d'éléments qui sont notés. Tu as une fonction, donc il faut que tu sois à l'aise aussi avec le fait qu'il y ait beaucoup d'écriture, même dans un exercice de mathématiques. D'accord? Donc, la meilleure façon de faire, forcément, c'est de s'entraîner à faire le maximum d'exercices. Et
on s'arrête là pour la vidéo parce que c'est déjà pas mal. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'était quoi? C'était de t'expliquer que quand on veut préparer une évaluation, quand on veut préparer des examens, en l'occurrence le brevet, mais ça vaut le coup aussi pour toutes les années qui vont suivre d'études pour toi, pour le lycée, le bac et compagnie, c'est que d'abord, on se focalise sur ce qu'on attend de nous. On se dit pas, en fait, j'apprends tout et je vais voir ce qui se passe. Ça, c'est une stratégie qui n'est pas efficace. Elle te fait perdre du temps et surtout, tu mets pas ton énergie sur les bonnes connaissances et la bonne façon d'assimiler tes connaissances. Du coup, on fait toujours attention à ce qu'on attend de nous, mais surtout la façon dont on va être interrogé. Là, tu as pu voir la différence entre un problème en mathématiques, une étude de document, une rédaction, un sujet d'imagination, un développement construit. Donc tu as vu, on te demande de mobiliser des connaissances, mais de plein de manières différentes. Et ça, c'est super important parce que tu te dis que, ok, en fait, je peux pas juste mémoriser parce que je peux pas ressortir l'information comme ça parce que c'est pas des questions de connaissances qu'on me demande. On me demande de réfléchir, de les utiliser dans des situations particulières et on me demande pas forcément de les mobiliser de la même manière à chaque fois. Donc, ça va te demander, en fait, de travailler davantage la compréhension de tes cours, mais aussi de t'entraîner sur des sujets qui ressemblent à ton brevet pour être sûr que le jour J, quand tu arrives au brevet et que tu ouvres le sujet d'examen, tu ne sois pas en panique parce que tu as l'impression que tu n'as jamais fait ce qu'on te demande de faire. Entraîne-toi comme si tu étais au brevet, comme ça au brevet tu n'es pas surpris du type d'exercice qu'on te demande. C'est un peu la métaphore du sport, des matchs de foot. Si tu joues au foot, si tu fais un sport, imaginons tu fais du foot. Dans le foot, tu as toujours des exercices. L'entraîneur il va toujours mettre au point des petits exercices pour te permettre de maîtriser des compétences et des qualités particulières en tant que joueur. Okay, donc des exercices pour courir entre les plots, pour utiliser la balle, pour dribbler, pour tirer, etc. Ça, c'est super, ça te permet de devenir un meilleur joueur. Mais à un moment, il va falloir utiliser ces techniques-là dans des situations réelles avant des compétitions. Donc, qu'est-ce que l'entraîneur il met en place? Il met en place des matchs d'entraînement et des matchs amicaux. Comme ça permet de voir comment on arrive à utiliser ces techniques-là dans des vraies situations avant les vraies compétitions. En fait, le principe de l'apprentissage et de la préparation aux examens, il est le même. C'est la même chose que le foot. C'est avec cette mentalité-là que tu peux aborder tes révisions pour le brevet et n'importe quelle révision dans le futur pour que tu puisses cartonner tes examens et ton brevet. Sur ces belles paroles, j'ai plus qu'à te souhaiter de cartonner ton brevet et de cartonner toutes tes épreuves. Je vois qu'il fait de plus en plus noir, c'est normal. Je filme en fin de journée, donc mes excuses pour la luminosité. Mais en vrai, on s'en fout. Du coup, je te souhaite de briller pour tes examens. N'hésite pas à me dire en commentaire si la vidéo elle t'a plu, si tu as appris des choses, si ça t'a permis de mieux comprendre ce qu'on attendait de toi le jour du brevet. Si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne. Ça me fait grave plaisir et puis ça me motive à continuer. À la partager à d'autres collégiens aussi qui sont en galère et qui sont en panique du brevet. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!